Nous allons maintenant faire notre dernière table ronde. Et je vous appelle maintenant Josiane Cornedou, Pierre-Olivier Variot, John Pinte et Jacques Franzoni à me rejoindre, s'il vous plaît. Josiane Cornedou, bonjour. Je commence par vous. Vous êtes donc députée de Seine-et-Loire, de Saône-et-Loire, pardon. Vous êtes également pharmacienne. Et alors, puisqu'on parle d'accès aux soins des patients, de coordination, de téléconsultation, vous avez développé, vous, il y a 10 ans, je crois, c'est en 2014, donc il y a à peu près 10 ans, dans votre officine, vous avez créé un service de téléexpertise en dermatologie. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez lancé, justement. Comment fonctionnait ce service? Comment vous l'avez créé? Et en quoi ça consiste, ce service de téléexpertise en dermatologie? Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir convié à cette table ronde. Oui, en 2014, alors que j'ai exercé 35 ans dans un territoire très rural, j'étais installée dans une commune de 870 habitants et j'avais déjà ressenti en 2014 la raréfaction des professionnels de santé, en particulier des spécialistes. Et j'avais donc rencontré l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté pour demander s'il était possible que je sois autorisée à développer de la télé-expertise dermatologique. Alors à l'époque, ça a été très compliqué parce qu'on ne parlait pas forcément de télé-expertise dermatologique. Et en fait, il y avait une grande réserve de l'Agence régionale de santé qui n'en voyait pas l'intérêt. Et en plus, étant dans une toute petite commune avec beaucoup de personnes âgées, ils pensaient qu'il allait y avoir un frein par rapport à ces nouvelles technologies et que finalement, ça ne marcherait pas. Mais comme je suis assez têtue, et j'ai insisté, et en fait, j'ai été autorisée. Dans un premier temps, on m'a dit si vous en faites 25 par an, ce sera bien. Alors en fait, je ne l'ai pas déployé en 2014 par manque de temps. C'est mon successeur qui l'a déployé en 2018. Et depuis 2018, nous exerçons donc la téléexpertise dermatologique. Et l'année dernière, eh bien, il y a eu 600 actes de télédermatologie qui ont été réalisés. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. À la demande d'un médecin ou bien à l'intention du pharmacien, suite à un patient qui, au comptoir, vous évoque un petit grain de beauté qui a changé d'aspect ou bien autre problématique, eh bien, vous avez la possibilité donc d'engager une téléexpertise dermatologique, c'est-à-dire de mettre en lien le patient avec un dermatologue distant. Et l'Agence régionale de santé a contacté à l'époque, c'est elle-même qui l'a fait lorsque j'ai eu l'agrément, a contacté 2 dermatologues distants de 50 km, qui sont nos 2 seuls dermatologues, qui ont aujourd'hui plus de 55 ans, et les a sollicités pour savoir s'ils étaient intéressés par cet exercice. Et fort heureusement, eh bien, eux, ayant conscience qu'ils avaient 55 ans, qu'il y avait une prévalence des cancers cutanés de plus en plus importante, ont fait le choix d'aller vers ce diagnostic innovant, en faisant appel à des nouvelles technologies. Donc, nous avons établi une convention avec eux. L'ARS nous a ensuite donné la possibilité d'accéder à une plateforme régionale sécurisée pour transmission des données de santé. Et puis, elle nous a équipés, alors avec un appareil photoréflexe, un dermatoscope, un écran, un ordinateur et un scanner pour associer les éléments nécessaires éventuellement, ou bien des examens biologiques, ou bien des ordonnances de médecins. Et en fait, eh bien, le patient est reçu dans un local dédié qui respecte la confidentialité. Nous avons établi, à force de plusieurs retours avec le dermatologue, une vraie procédure de recueil des données. Et celle-ci est essentielle pour avoir un diagnostic fiable. Et nous l'avons peaufiné à plusieurs reprises parce que là aussi, eh bien, l'œil du professionnel est important parce que parfois le patient omet de vous signaler certains éléments qui sont très importants. Mais notre expertise fait qu'en posant des questions, eh bien, vous arrivez à avoir cette information qui est importante pour le dermatologue. Est-ce que vous avez réussi à évaluer les bénéfices quasiment financiers de cette nouvelle forme de développement? Parce que j'imagine que pour l'ARS, il fallait un peu une petite question d'argent derrière. Il fallait remontrer qu'effectivement, c'était rentable. Eh bien, c'est bien là quel problème, en fait. C'est qu'il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui. Et que, en fait, avant 2018, l'Agence régionale de santé nous attribuait une dotation forfaitaire dans le cadre du FIR, du Fonds d'intervention régional. Le problème, c'est qu'ensuite, la télédermatologie est rentrée, enfin téléexpertise, télésanté, est rentrée dans le droit commun.
Donc, l'Agence régionale de santé ne peut plus accompagner par le FIR, puisque eh bien, ça rentre dans le droit commun, sauf qu'il n'y a pas eu de négociation conventionnelle et qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de rémunération possible, en tout cas, pas d'acte qui puisse être remboursé par la sécurité sociale. Donc, nous sommes dans une impasse. Nous sommes à 600 actes réalisés l'année dernière. Et en fait, aujourd'hui, c'est un coût pour l'officine, puisqu'il faut compter à peu près 30 minutes par acte de téléexpertise, alors que ces actes rendent un service énorme. Nous avons fait une enquête de satisfaction. 95% le recommanderaient à un de leurs voisins ou à un de leurs amis. Dans 85% des cas, la problématique a été résolue. Il n'y a que 15% où le dermatologue a souhaité revoir le patient parce qu'il avait un doute et qu'il n'était pas en capacité de poser un diagnostic satisfaisant. Et dans ce cas-là, eh bien, il convoque le patient dans les 24 à 48 heures. Et dans l'enquête de satisfaction, est apparu très clairement que des lésions cancéreuses ont été retirées en 3 mois. Mais en revanche, je crois que votre fille, qui a repris la pharmacie aujourd'hui, elle a fait une estimation du coût que ça a dû représenter pour elle à l'année. Oui. Et donnez le chiffre parce que c'est l'idée. Oui, effectivement, ma fille qui m'a succédé a regardé quel était le coût réel et on est plutôt à 35 € en fait aujourd'hui par acte, mais ce qui représente une économie majeure encore pour l'assurance maladie dans la mesure où chez nous, eh bien, il fallait déplacer les patients et donc c'est le taxi chaque fois pour les descendre, les remonter, avec toutes les aggravations de pathologie puisque je pense qu'il n'y a pas que chez nous que ça se passe ainsi. Les rendez-vous sont à 7 mois, donc une fois sur deux, la personne a oublié le rendez-vous ou alors elle a renoncé, ce qui fait que nous avons des pertes de chance et des aggravations majeures. Donc oui, cette téléexpertise dermatologique me semble essentielle dans nos territoires, en particulier ruraux, qui sont ceux que je connais le mieux. Mais en tout cas, il n'y a aucun frein à partir du moment où le pharmacien est là pour accompagner la personne. Parce que la personne doit créer son compte, donc ces manipulations numériques sont parfois un peu complexes. Et très souvent, lorsque eh bien, il y a un échange qui se fait avec le médecin distant, la personne vous dit encore, puisque parallèlement à la téléexpertise dermatologique, nous avons développé également de la téléconsultation, et la personne vous dit, si vous vouliez bien rester, parce que j'ai peur de ne pas me servir des objets connectés correctement. Et même lorsque le diagnostic est posé, on le voit bien, puisque lorsque le dermatologue rend son diagnostic, nous appelons le patient, il revient à l'officine et on lui explique ce qu'il doit faire. Et c'est important. Parce que lorsque la personne récupère le diagnostic elle-même et qu'il est marqué exérèse, etc., eh bien, plutôt qu'elle aille chercher sur Internet ce qu'elle doit faire, je pense qu'il est quand même beaucoup plus judicieux qu'on puisse l'orienter correctement et qu'elle sache exactement que, ben voilà, en cas d'exérèse, il faut y aller rapidement. Merci beaucoup. Pierre-Olivier Vario, j'aimerais que vous me parliez de 2 autres axes de téléexpertise, l'oncologie et la cardiologie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelles sont les perspectives de déploiement que vous envisagez? Alors, on en est beaucoup plus en retard que Madame Cornelou, parce qu'on n'a pas encore vraiment démarré. Alors, il y a une CPTS, effectivement, chez nous, qui a fait de la téléexpertise en oncologie, avec la pharmacie est à peu près à une heure et demie de route du CHU, donc forcément, ça gagne du temps. Et quand il y avait besoin de se connecter avec l'oncologue pour tel ou tel souci, on le faisait, gagnant du temps, et puis parfois il fallait quand même y aller, donc on les faisait se déplacer. Mais c'est la seule chose qui existe. Et je pense qu'aujourd'hui, la téléexpertise qui est faite dans ce cadre-là avec la dermato, dans le cadre de l'oncologie, et aussi dans le cadre de la cardiologie, dans certains cas, qui se développe aussi dans certaines structures, devrait être beaucoup plus développée et beaucoup plus efficient aujourd'hui. Le but, c'est de gagner du temps. Et quand on a un rendez-vous chez un spécialiste qui est à 6, 7, 8, 9 mois, eh bien, si on lui permet d'évacuer, parce que la photo qu'on va faire du grain de beauté, il sera vu quand le médecin aura le temps, et peut-être que ce sera entre 2 consultations, peut-être que ce sera à un moment qu'il aura choisi, eh bien, on va être plus efficient dans la prise en charge des patients. Donc ça, c'est à développer. Et où est-ce qu'on en est dans les perspectives? Eh bien, nous désirons, nous, à l'issue des rencontres de l'USPO, mettre en place un groupe de travail et de réflexion pour voir comment on inscrit la téléexpertise. Mais la téléexpertise, j'allais vous dire, dans les 2 sens. Mais comment on inscrit la téléexpertise dans le cadre d'une prochaine avenant conventionnel? Vous voyez, on n'a encore pas signé celui-là, qu'on est déjà dans celui d'après, pour se dire, eh bien voilà, maintenant, il faut qu'on mette ça en place pour les patients, parce que
Le temps médical est rare. Quand il y en a, déjà, c'est déjà bien, mais quand il y en a, il est rare, et il faut qu'on puisse gagner du temps dans la prise en charge patient. Donc il faut qu'on voit comment, et je compte beaucoup sur Madame Cornelou pour nous donner un coup de main, comment est-ce qu'on met ça en place d'un point de vue monter le dossier, monter la structure économique de façon à ce que tout le monde gagne, soit du gagnant-gagnant. Ça, c'est important. Et aussi faire une téléexpertise qui soit aussi l'expertise du pharmacien d'officine, parce que, par exemple, quand vous avez un patient qui sort et qui rentre chez lui après un traitement hospitalier, l'étude en vie réelle du médicament, comment est-ce que le patient vit une fois de plus avec son traitement, peut-être que le pharmacien hospitalier a besoin d'informations parce qu'une fois que le patient est rentré chez lui, il n'a plus contact avec lui. Et ça pourrait être intéressant aussi qu'il y ait cette téléconsultation dans le sens, on est aussi l'expert à qui on demande conseil. Alors, il y a un mot qu'on utilise qui commence à venir beaucoup, c'est la notion de télésoins. Et pour vous, ça recouvre quoi exactement? C'est parce que c'est un mot un peu valise, et télésoins. Pour vous, ça couvre quel type d'activité exactement? Pour moi, pharmacien, je pense que Pharmacien, évidemment. oui, pour moi, le seul télésoin que je peux avoir, c'est demander l'expertise d'un médecin. C'est ce qu'on veut faire, ou alors qu'on me demande. Mais en tout cas, c'est sûrement pas une consultation avec un médecin qui n'est pas le médecin du patient, qui va voir qu'une seule fois juste pour avoir une prescription. En fait, un bon de prise en charge, c'est même plus une prescription, on appelle ça un bon de prise en charge, ou avoir un arrêt de travail, où certains confrères m'ont dit, parce qu'ils ont des cabines de téléconsultation, on a des téléconsultations qui ont duré 26 secondes. 26 secondes. Et ben, si vous appelez ça de la médecine... C'est pas sérieux, effectivement, oui, on est d'accord. Alors, on a parlé de téléconsultation, maintenant je veux qu'on parle de coordination. Lorsqu'on a préparé ensemble cette table ronde, vous m'avez dit en fait la coordination est plus efficace, c'est la coordination qui est informelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que je trouve ça assez original et c'est évidemment issu d'un témoignage vécu, quoi. Alors, la coordination, pour moi, c'est travailler les uns avec les autres. Ça n'a jamais été travailler les uns sous les ordres des autres. Quand on a dit ça, c'est bien, on a posé certaines bases, mais on n'a pas tout fait. Et effectivement, on a certaines CPTS qui fonctionnent très bien parce qu'il y a une véritable volonté de tous les acteurs de se coordonner, de discuter, d'échanger. Ça marche. Mais on se rend compte que dans d'autres CPTS, il y a des blocages et que du coup, la coordination est beaucoup plus compliquée. Et moi, la meilleure coordination que je peux avoir avec mes médecins qui sont autour de moi ou avec mes infirmiers qui sont autour de moi, c'est quand ils viennent à la pharmacie, on discute de tel ou tel patient et qu'on prend 10 minutes, un quart d'heure pour parler et puis de venir déterminer le chemin qu'il va falloir faire prendre en termes de pansement, en termes de soins. Et c'est là qu'on est efficient. C'est là que vraiment, le patient, l'équipe, elle se coordonne autour du patient. C'est le patient qui déclenche la coordination. Ce n'est pas une structure qui peut être parfois très efficace, parfois très lourde. En fait, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure dans une table ronde précédente, l'important c'est l'humain. Quel que soit le cadre officiel qu'on met, si on ne met pas d'humain, si on ne met pas deux professionnels de santé ou plusieurs ensemble pour parler, on peut mettre tout le cadre qu'on veut, c'est pas ça qui fait fonctionner, c'est la relation humaine finalement. C'est ça, et heureusement. On est d'accord. John Pint, bonjour, vous êtes le président du SNI, du syndicat des infirmiers libéraux. Vous êtes évidemment au cœur des coordinations. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement concret d'une coordination réussie entre vous, infirmiers, et d'autres professionnels de santé? Comment ça marche et comment surtout ça peut bien marcher? Alors, comment ça peut bien marcher? Ça va dépendre vraiment du territoire, ça va dépendre de beaucoup de choses. Quand Pierre-Olivier dit que la meilleure coordination, c'est celle que l'on va réaliser en se rencontrant, ce n'est pas toujours possible. Parce que le temps infirmier, le temps pharmacien, le temps médecin sont parfois pas compatibles et ça devient très compliqué. Donc une coordination réussie, c'est celle qui va permettre de gagner du temps pour le patient, d'améliorer son parcours de santé. Ça, je crois que c'est essentiel. Le problème, c'est comment on y arrive. Et c'est là où est toute la difficulté. On parle d'accès aux soins, on parle de décarbonation, on parle de parcours de santé, de prévention. Le problème, c'est que comment on arrive à articuler tout cela, la télésanté est un des outils. Alors qu'on parle de téléconsultation, téléexpertise, ce n'est pas les mêmes sujets. La téléexpertise dont vous parliez, c'est ouverte dernièrement quand même à des professionnels non médicaux, donc notamment aux paramédicaux, mais on ne peut aller voir, ou en tout cas demander l'expertise, que d'un professionnel médical. Ça, c'est dommage. Parce que pourquoi ne pas avoir l'avis du pharmacien dans le cadre d'une téléexpertise, d'avoir l'avis ou même d'un confrère infirmier qui aurait un DU plaie cicatrisation, qui va mieux connaître que moi cette prise en charge et pourrait m'aider. Vous voyez, là, on gagnerait du temps professionnel, on gagnerait du temps sur la prise en charge du patient. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on arrive à développer. La téléconsultation assistée par l'infirmier,
C'est quelque chose qui s'est mis en place maintenant il y a quelques années, qui est conventionnel, mais auquel les médecins ne font pas appel. Et ça, c'est réellement dommage aussi. Aucun médecin ou ne font pas appel. Quasiment aucun médecin. Est-ce qu'il y a des appel. médecins que vous connaissez qui ont fait appel et comment ça s'est passé? Même si ça s'est passé une fois bien, comment ça s'est passé effectivement? Alors, les fois où ça a lieu, généralement, ça se passe bien. Parce que, et c'est ce que vous décriviez, c'est-à-dire que l'infirmier va préparer la consultation, il va y avoir le temps de téléconsultation avec le médecin, et ensuite, il y a tout le temps d'explication au patient. C'est-à-dire qu'une fois que le médecin a raccroché, c'est d'expliquer les prescriptions que le médecin aurait pu délivrer, c'est d'expliquer les examens, d'expliquer les différentes conduites à tenir. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne dans un moment où on essaye de trouver un médecin, d'améliorer l'accès aux soins, et parfois c'est aussi une porte d'accès à une prise en charge. Donc ça, c'est important. Donc cette téléconsultation, il faut la développer. Le fait qu'elle soit assistée d'un professionnel de santé, on améliore la qualité. Les médecins, généralement, qui font appel à des infirmiers pour ces téléconsultations assistées, ils voient un intérêt parce qu'elle est préparée. Donc pour eux, c'est aussi un gain de temps. Le patient, il a déjà été évalué par l'infirmier. Donc l'infirmier va pouvoir parler au médecin avec les bons termes et puis mieux orienter, mieux orienter et accompagner le médecin dans sa consultation. Donc je pense qu'on a réellement un gain à avoir pour tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne fait pas appel. Alors que c'est conventionnel, qu'il y a un tarif qui est prévu pour les infirmiers. Alors on peut revenir sur le tarif parce que c'est souvent ce qui revient. Mais déjà, si c'était déployé, si on pouvait montrer l'efficience et l'intérêt de ces téléconsultations, on ne peut pas tout faire en téléconsultation, mais parfois ça peut rendre service aussi bien aux patients qu'aux professionnels de santé. Et je pense qu'on aura déjà gagné un pas. Il y a des expérimentations type article 51 qui ont été lancées là-dessus ou pas du tout? Parce que si je comprends bien, ce qu'on essaye, c'est d'innover, donc de faire des propositions. Mais peut-être que ça n'existe juste pas du tout. Alors, puisque c'est dans le cadre conventionnel, c'est rentré dans le cadre conventionnel, donc il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas d'expérimentation sur des téléconsultations. Non, je ne crois pas. Alors, vous avez parlé également de préparation en amont avec le patient. Est-ce qu'on pourrait imaginer du travail en aval, c'est-à-dire après la consultation avec le médecin, un travail d'explicitation, d'organisation, de coordination justement? Est-ce qu'on peut imaginer cette partie-là aussi? Alors tout à fait, il y a l'explication de la suite de la consultation, mais c'est ce qu'on fait déjà régulièrement, c'est-à-dire que le patient il sort de sa consultation médicale. Parfois, il n'a pas tout compris. Toujours bien compris, on est d'accord. Et parfois, il se ressort avec un tas de papiers, il ne sait pas quoi en faire. Donc, c'est là où est le rôle de l'infirmier quand on a nos patients en charge, c'est d'aller l'orienter, d'aller l'aider dans cette prise en charge. La téléconsultation, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va aussi orienter le patient, s'assurer qu'il est allé à l'officine, par exemple, chercher ses médicaments ou qu'il s'est assuré que quelqu'un va y aller. C'est s'assurer que des rendez-vous ont été pris derrière. Voilà, c'est tout ce travail-là qui est essentiel à la téléconsultation et d'où l'intérêt des téléconsultations assistées. C'est-à-dire que si le patient ressort de sa téléconsultation, a imprimé des prescriptions et ne sait plus quoi en faire derrière, on n'a pas gagné non plus en qualité. Donc je crois que c'est vraiment tout l'intérêt des professionnels qui accompagnent ces téléconsultations. En fait, il faut qu'il y ait une plus-value pour l'ensemble des acteurs, y compris évidemment le patient. Si c'est juste effectivement répéter ou c'est un mouvement de transition, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus et que le patient, lui, il va son propre intérêt, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais vraiment, ce qu'il faut, c'est qu'on ait recours à ces téléconsultations assistées. Ça, c'est vraiment une difficulté. Les infirmiers se sont équipés de stéthoscopes connectés, d'électrocardiogrammes connectés pour ne rien en faire. Donc, vous voyez, c'est dommage parce qu'ils s'équipent, ils sont prêts, mais derrière, c'est comment on arrive à la mettre en œuvre. Alors, les médecins doivent peut-être aussi s'organiser pour dégager du temps. Il faut que les infirmiers aussi, de leur côté, arrivent à trouver des créneaux horaires qui peuvent correspondre. C'est pas si simple que ça, hein. Mais il y a des choses à faire et il faut vraiment réussir à travailler dessus parce qu'on y gagnera en qualité, en accès aux soins. Et ça, je crois que c'est vraiment des réponses qui sont attendues en ce moment. Alors, vous parlez justement des médecins, on en a un à côté de moi. Enfin, j'en ai un à côté de moi. On va profiter pour lui poser la question dès qu'il aura fini sa conversation. Merci. Monsieur Jacques Franzoni, bonjour. Donc, vous êtes médecin, vous êtes surtout président de la CPTS de Valenciennes, du Grand Valenciennes, qui fait des choses assez formidables. Alors, vous allez nous expliquer. Vous, est-ce que vous avez tendance à privilégier, pour reprendre le titre de la table ronde, coordination ou téléconsultation, ou est-ce qu'il faut faire les deux? Et si oui, quelle est la part relative de l'une et de l'autre?
Alors déjà, merci pour l'invitation, merci Président. Et je comprends pourquoi vous m'avez invité, parce que moi, je ne suis pas dans un syndicat de médecins. Et vu comme on nous a un petit peu chargé, vous savez que moi, je peux l'accepter. Il n'y a pas de souci. Non, au contraire, justement, je pense que tout ce qui a été dit depuis cet après-midi, que ce soit sur la décarbonation ou sur la coordination, sur la téléconsultation, promis, je vais répondre, hein, Vincent. Non, Mais je pense que dans ce cas-là, venez tous à Valenciennes et vous allez voir qu'on fait plein de choses sur tout ce qui a été dit ici. La coordination, la téléconsultation, déjà, le principe sur la téléconsultation qu'on a mis en place dans notre CPTS, c'est pas de téléconsultation si pas de cercle de soins. Ça, le cercle de soins, c'est la base. Le pharmacien, l'infirmier, le médecin, c'est la base de la structure de soins d'un patient. Vous dites un cercle de soins identifié et formalisé? Oui, d'accord, identifié, okay. formalisé. Effectivement, le patient a toujours le choix de son pharmacien, de son infirmier, de son médecin, ce qu'il veut. Mais en tout cas, sur des pathologies chroniques, pardon, je parle plus fort, ce sera mieux. Sur le suivi, ça n'a pas de sens de voir un médecin qui est à Dubaï, à Paris quand on est à Valenciennes ou en Saône-et-Loire. Enfin, c'est la plus-value et l'intérêt justement des téléconsultations assistées qu'on a commencé à faire à Valenciennes. C'est parce qu'on est avec l'infirmier du patient, que le patient connaît, qu'on connaît, qui nous connaît, et là on peut travailler ensemble correctement. La limite, moi, que j'ai sur les téléconsultations assistées n'a rien à voir avec les personnes, ça a à voir avec le matériel, parce que le matériel est pourri, on entend super mal. En tout cas, sur ce que les infirmiers... Ça sent le vécu, ça. Ah ouais, non, mais ça sent le vécu parce que j'en ai fait. J'en ai fait des téléconsultations assistées, c'est génial. Nous, sur le travail accès aux médecins traitants, c'est un des points fondamentaux. C'est permettre prendre des nouveaux patients, ok, lourd, ok, mais en tout cas, c'est partagé avec le cercle de soins et une partie des consultations sont faites par l'infirmier qui nous assiste et nous, on reste au cabinet. Et quand il y a besoin, au moins, on sait, l'infirmier nous appelle, nous dit, il y a besoin que tu passes. Ben, on sait que c'est pour quelque chose d'utile, parce que c'est aussi un des grands principes quand même de tout ce qu'on se dit depuis le début de l'après-midi. C'est, désolé pour l'anglicisme, c'est l'empowerment de tout le monde. L'extension de compétences, tout à l'heure on en parlait, l'extension de compétences, c'est ce que font les pharmaciens depuis des années. Hein. Vous l'avez prouvé pendant la crise Covid et déjà avant. Mais en tout cas, et les infirmiers aussi, bien sûr, parce que John est là. Il ne faut pas que je les oublie. Il ne faut oublier personne. Là, non, on n'oublie personne. Non, mais, et c'est quelque chose d'indispensable. Alors, pour parler d'exemple sur justement la coordination et la téléconsultation, dans quel camp on se met, il n'y a pas de camp, justement, puisque cette téléconsultation elle a de sens dans la coordination. Sur la dermato, sur le territoire, on a fait former par les dermatos les infirmiers, les pharmaciens, les kinés, les gens... Alors, l'idée de base, c'était un kiné qui dit « Moi, je déshabille les gens, toi, beaucoup moins. Donc moi, je vois plus si sa peau, elle change ou s'il y a des choses qui changent. » Et spontanément, les infirmiers et les pharmaciens sont venus à ces formations qui leur permettent... là, c'est mis en place justement parce qu'il y a les forfaits, il y a le conventionnel qui permet de requérir les dermatologues directement et les soignants. On ne squeeze pas le médecin traitant parce que le médecin traitant, bon, il n'y a plus de médecin là, donc ça va. C'est le plus important du monde, bien sûr, et donc il ne faut pas jamais l'oublier. Oui, c'est le centre du cercle absolument indispensable. Celui qui serait de serait possible, on est d'accord. Ouais. Ouais, nous, on est un peu bizarre à Valenciennes, hein, c'est normal. Et on travaille justement tous ensemble dans une coordination. D'ailleurs, c'est une coprésidence. Je ne suis pas président, je suis coprésident, puisque ma coprésidente est pharmacienne et adhérente à l'USPO aussi. Donc, voilà. Comme quoi, ça existe des médecins ouverts. Mais elle n'est pas là. Mais elle n'est pas là, désolé, elle travaille, elle. Contrairement aux médecins qui foutent rien. Mais, non, mais tout ça est vrai. Et d'ailleurs, si la CPTS avance, c'est parce qu'on est à deux et qu'on travaille super bien à deux. Au niveau dermato, donc, nos infirmiers, nos pharmaciens, nos kinés peuvent requérir directement en téléexpertise. Mais il y a les forfaits qui existent, et en tout cas les actes qui sont rémunérés sont loin des 35 € puisque c'est 10 €. C'est 10 €. C'est une aumône, quoi, en fait. Non, mais sérieusement, c'est une aumône, quoi. 10 €, c'est quand même beaucoup moins parce que, comme disait John, c'est un gros travail de préparation. Il y a quand même beaucoup d'informations qui sont données. Il y a de la coordination qui est faite justement par tous les professionnels de santé qui interviennent à un moment ou à un autre.
On sait bien qu'on ne se met pas toujours comme il faudrait dans un temps et dans un niveau d'information adapté aux patients. Donc, sans les professionnels de santé autour du patient, on n'y arrivera pas. Sur Valenciennes, on a mis en place justement la téléconsultation assistée, la téléconsultation dermato. On fait de la décarbonation en évitant justement les déplacements et on mutualise les déplacements des patients avec nos agglos sur des demandes directement des pharmaciens ou des infirmiers, notamment pour les soins non programmés. Les pharmaciens ont un numéro direct qui permet d'envoyer sur un médecin du territoire. Comme ça, au moins, on est toujours dans le cercle de soins ou en tout cas à proximité et avec des gens qui se connaissent. Parce que c'est quand même un petit peu la base de notre travail. Et quand on a créé la CPTS dans notre coin, l'idée, c'était vraiment, on est dans un désert médical, pas le pire de France, mais quand même. On a perdu, là, sur les 4 dernières années, 25% des médecins généralistes. Donc la première question, qui revient en écho de ce qui s'est dit depuis le début, c'est pour pouvoir faire l'extension correcte des compétences de tous, c'est à quoi ça sert un médecin généraliste. Alors certainement pas à faire de la téléconsultation et à donner un antibiotique qui ne sert à rien, ou en disant que c'est une grippe et en le donnant comme ça. Ça, on est sûr que tous ces médecins, c'est un gros problème. On en a, nous aussi, voilà. Il y en a chez tout le monde. Mais en tout cas, juste un petit rappel. L'angine, c'est un diagnostic clinique à la base. 50% des gens ont un streptocoque bêta-hémolytique dans le fond de la gorge. Donc le TROD ne sert à rien en systématique parce que j'ai mal à la gorge. N'oublions pas ça. Et c'est en ça que les protocoles de coopération, en tout cas, c'est notre CPTS et donc ma coprésidente qui a porté les protocoles de coopération dans les CPTS et leurs adaptations sur la cystite et sur l'angine. Et le gros enjeu, c'est justement la formation. Alors, il y a la formation initiale, on a eu l'ANEF qui en a parlé, mais en tout cas, sur la formation des pharmaciens déjà exerçants ou des infirmiers, c'est ultra important parce que c'est ça qui va permettre justement de faire un tri correct et de dire oui, c'est utile que je fasse un TROD. Si je fais un TROD parce qu'il y a mal à la gorge, ça n'a aucun sens. Je fais un TROD parce que j'ai fait un examen clinique. Alors, c'est vrai qu'on dit des gros mots là. Les pharmaciens et les infirmiers font des examens cliniques. Et simple. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation de 10 ans pour le faire. Et si c'est utile, il y a le score de Mac-Isaac, je fais un TROD, et puis point barre, s'il y a besoin, je délivre. Ça n'a aucun sens de demander à un radiologue interventionnel qui va emboliser des tumeurs au foie de faire des radios de thorax. Ça n'a aucun sens de demander aux médecins généralistes de voir de la rhino et d'aller délivrer 50 médicaments qui ne servent absolument à rien, alors qu'on a une magnifique coordination avec nos autres professionnels de santé qui peuvent le faire très bien, voire même mieux des fois, et qui au final feront gagner vraiment du temps médical, puisque de toute façon, je vous rappelle que les projections pour la démographie médicale, c'est on revient au taux de au nombre de médecins de 2015 en 2040, avec une activité qui est différente. Alors, on parle de coopération, de coordination, mais finalement, la question que je vais vous poser à vous, puis après on parlera des questions plus générales. Quelles sont les conditions c'est quoi les conditions de réussite d'une CPTS? Ou c'est quoi une CPTS réussie? Comment est-ce qu'on y arrive? Alors, c'est vraiment une question de personne. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Et effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, puisqu'il faut le dire très clairement, il y a des médecins qui ont décidé d'investir certaines CPTS pour bloquer les CPTS et ne pas faire de travail coordonné. Donc clairement, c'est avoué et dit sur de nombreux réseaux. L'intelligence collective, on l'a tous, et je pense que c'est assez facile. Les gens peuvent avoir peur, et il faut faire cette promotion dans ces cas-là, dans les officines, dans les cabinets de médecine générale, dans les formations initiales, pour dire que moi, je serais ravi d'avoir des jeunes pharmaciens qui s'installent, qui viennent au cabinet pour voir comment ça se passe au cabinet, ou mes internes qui aillent dans les pharmacies voir comment ça se passe, ou faire les tournées avec les infirmiers libéraux. Enfin, ça aurait beaucoup de sens, parce que justement, on est tous à la coordination de nos patients et on intervient tous de manière régulière. On a l'épisode de vie d'un patient, ça reste surtout les hospitalisations, mais nous, on est là tout le temps. Et il y en a qui sont là encore plus présents ou qui sont beaucoup plus accessibles, notamment que les médecins. Donc effectivement, on a besoin de ce travail coordonné et les gens qui travaillent actuellement savent à quel point c'est important. Donc
globalement, l'avis d'une CPTS doit être facilement mise en place du moment qu'on ne surcharge pas les professionnels de santé avec des missions ou de la réunionnite pour arriver à zéro. Donc il faut valoriser les actions concrètes, comme ce qui a été fait par Mme Corneloup en Saône-et-Loire, comme ce qui est porté par l'USPO ou le SNIL sur la coordination qu'on peut avoir sur le diabète ou n'importe quoi. Et c'est ça qui donnera envie aux jeunes d'y aller et aux plus réfractaires, peut-être de s'y intéresser un peu plus au moins. Alors, j'ai une question qui s'adresse à l'ensemble d'entre vous, puis après on prendra les questions du public, enfin de la salle. On voit bien que sur le papier, c'est formidable. On se demande d'ailleurs pourquoi on n'arrive pas à le faire plus souvent. Mais alors du coup, quels sont pour vous les points de blocage que vous avez identifiés? Est-ce qu'ils sont avant tout financiers, réglementaires, organisationnels? Où est-ce que quand ça bloque, où est-ce que ça bloque particulièrement? Et deuxième question qui est induite, comment on pourrait lever les points de blocage que vous avez identifiés les uns et les autres? La parole évidemment est libre pour tout le monde. On commence par John. Alors, je crois qu'il y a plusieurs points de blocage. On voit très bien que quand ça fonctionne, tout le monde y gagne. Le patient, en fait. la qualité des soins et même la qualité de vie au travail. Je crois qu'on y gagne vraiment. On a plusieurs freins qui sont à lever. Alors, il y a des fois accepter de partager des compétences. Ça, je crois que c'est vraiment important, mais on se plaint des médecins qui refusent de partager. Mais on le voit bien que les infirmiers se bloquent aussi sur leur champ de compétences, voilà, ils ne veulent pas y toucher. Derrière, malgré tout, c'est un modèle économique. Parce qu'à partir du moment où on nous donne de nouvelles compétences, où on peut être rémunéré sur ces nouvelles compétences, parce que certaines de nos compétences, en tant qu'infirmier par exemple, sont devenues des actes que font les aides-soignants, que les auto-soins aussi, les patients se prennent de plus en plus en charge, on les forme aussi à l'auto-soin, et ça c'est vraiment une plus-value. Mais de ce fait, voilà, on perd un peu dans certains actes. On est payé à l'acte malgré tout, hein, et à l'activité. Donc si on gagne enfin de nouvelles compétences, mais qu'on partage aussi avec, notamment, alors on a bien vu sur la vaccination, où c'est un sujet qui est quand même très épineux avec les pharmaciens. Mais derrière, pourquoi? C'est parce qu'il y a ce modèle économique qui est bloquant. Si on n'avait pas derrière à se dire je vais me retrouver avec mon chiffre d'affaires qui baisse, je fais de nouvelles compétences, mais je ne peux pas les appliquer, mon chiffre d'affaires continue de baisser, inévitablement, on va se crisper, on va continuer à se crisper. Et on le voit bien, le pharmacien, c'est vraiment le sujet préféré des infirmiers quand même en ce moment. Parce que quand ils ne prennent pas la vaccination, ils veulent faire du pansement, parce que maintenant on découvre qu'ils veulent faire tous les pansements. Non, je sais très bien. Mais c'est l'image qui est véhiculée, c'est-à-dire qu'à partir du moment, et je l'entends très bien, on a déjà beaucoup échangé sur ce sujet, où le pharmacien se retrouve avec un patient qui a une plaie, et inévitablement, il doit le prendre en charge, et pourquoi ne pas être rémunéré pour cette prise en charge? J'ai vraiment aucun souci avec ça. Mais la caricature et l'image qui en ressort, c'est ça y est, les pharmaciens vont nous prendre les pansements et après ils vont nous faire les injections. Vous voyez, et c'est toujours ça. Et je crois qu'il y a vraiment cette problématique qui est vraiment derrière quel modèle économique. Et je crois que c'est vraiment ça, parce que à partir du moment où il y aura moins cette tension économique, on va aussi se détendre tous un peu. On va accepter de partager nos compétences, et c'est ce que je dis régulièrement aux infirmiers. L'infirmier, il voit une partie de la population, mais il ne voit pas 100% de la population. Enfin, le pharmacien, il ne voit pas 100%, parce que tous ceux qui restent à domicile, il ne les voit pas. Mais il voit quand même une grande partie, c'est moi qui les vois, mais il voit une grande partie de la population que l'infirmier ne voit pas. Et donc, il est normal que le pharmacien puisse apporter cette prestation à la population plus générale. Mais vous voyez, c'est vraiment tout ça qu'il faut réussir à lever. Les freins sont nombreux et il y a encore beaucoup de travail pour pouvoir améliorer ces prises en charge. Partagez pas entre vous, partagez avec la salle. Écoutez, je vous en prie, prenez le micro et partagez avec tout le monde. Au niveau des officines, la problématique majeure, ça reste effectivement le modèle économique, puisqu'il n'y a aucune volonté politique de déployer la téléconsultation en officine, puisque la rémunération maximum est de 1650 € à l'année, à partir du moment où vous réalisez 146 téléconsultations. Donc, si vous en faites 400, vous êtes toujours rémunéré 750 €. Donc, à partir de ce moment-là, voyez-vous, ça fait à peu près 1 € la téléconsultation. Quand vous passez 15 minutes à peu près, le temps d'installer le patient, de l'accompagner, de lui expliquer, etc., etc. Donc, très clairement, à ce niveau-là, il n'y a pas de modèle économique.
Donc, comment le déployer dans ces conditions, ça pose souci, même si l'expérience qui a été conduite dans mon officine montre que ça fonctionne très très bien et que le diagnostic est fiable. Parce que je pense que le souci, ça doit être également d'avoir un diagnostic posé qui soit un diagnostic fiable. Quant à la téléexpertise dermatologique, eh bien, c'est la même chose, je vous le disais, puisque l'Agence régionale de santé ne peut plus abonder dans le cadre du FIR, puisque cette télédermatologie est rentrée dans le droit commun. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, il n'y a pas de rémunération, puisqu'il n'y a pas de possibilité de coter la téléexpertise dermatologique. Donc déjà, alors que ça rend, me semble-t-il, un avantage certain dans les territoires, en particulier ruraux, je pense qu'aujourd'hui, tout est du côté de l'assurance maladie, qui doit à un moment donné reconnaître le bien fondé de ces nouvelles pratiques. En termes de coordination, moi je pense que les vraies solutions, elles doivent être construites entre nous. Le triptyque médecin, pharmacien, infirmier, c'est un triptyque qui fonctionne très bien. Je pense que nous devons être force de proposition et nous devons imaginer un mode de fonctionnement à l'image de ce que vous avez fait dans votre CPTS, parce que c'est nous qui savons comment ça fonctionne et comment ça peut fonctionner demain. En tout cas, par rapport à cette expérience de téléexpertise, je peux vous assurer qu'il y a une vraie coordination qui s'est établie, puisque nous avons la chance, alors à part un ou deux médecins, mais globalement d'avoir un nombre de médecins qui orientent vers la pharmacie pour les téléexpertises très important, au même titre que des EHPAD, au même titre que des SSR. Et en fait, il y a la possibilité d'embarquer le matériel et d'aller directement à l'EHPAD, au SSR ou dans l'IME. Donc évidemment, ça crée des liens, tout le monde monte en compétences et la coordination, elle est vraiment excellente. Pierre-Olivier, quels sont les éléments de blocage pour vous? Après, j'ai une question pour Jacques, mais je la poserai un petit peu autrement. Quels sont aujourd'hui les principaux points de blocage pour arriver à une meilleure coopération, coordination, etc. Moi, je pense que c'est une histoire d'hommes. Et quand les hommes ont envie de le faire, ils y arrivent. Quand il n'y a pas de corporatisme derrière, ça marche encore mieux. Et quand on a affaire à des gens qui ont envie de prendre des patients en charge, ça marche très très bien. Les blocages que l'on peut voir, c'est essentiellement des blocages des postures. Des postures syndicales, des postures politiques, des postures de non-envie d'avancer, qui font que forcément, un âne qui ne veut pas boire, on lui donne, enfin, qui n'a pas soif, on ne lui donne pas à boire. Et voilà, je pense que c'est ça le souci. Mais que quand on a envie que ça fonctionne, ça fonctionne. L'économie est un souci qu'il faut parfois régler, c'est vrai, mais ce n'est pas le principal problème. Le principal problème est vraiment un problème humain. En fait, ce n'est pas que un problème, d'accord, parce que justement, le problème financier, il existe, mais il pourrait être levé. Le problème, c'est effectivement la bonne volonté de chacun. Du coup, j'ai envie de poser la question inverse à Jacques, c'est comment est-ce qu'au contraire, vous avez réussi à lever les points de blocage, puisque vous avez réussi à faire votre CPTS. Quels sont les principaux points de blocage que vous avez réussi à lever un par un? À quoi vous êtes confronté? Comment vous avez réussi à régler ces problèmes-là? Alors, les principaux points de blocage au niveau de la coordination, ça a été de pouvoir agrandir le noyau initial. Parce qu'en fait, c'était vraiment un petit... on était un peu moins de 10. Notre CPTS, c'est une taille 4, donc sur 200 000 habitants. Et aujourd'hui, vous êtes combien? Et aujourd'hui, on est 250. Ah ouais, ouais, 250. Ah ouais, quand même. Ouais, mais on est en début d'année, il y a les réinscriptions, donc c'est pour ça. Mais là, on est Et à vous 250. triez plus personne, finalement, n'importe qui peut venir, alors. Voilà. Alors, il n'y a pas de tri, puisqu'on ne peut pas choisir, mais en tout cas, les gens, avec les projets qui sont mis en route, se sont intéressés. D'ailleurs, j'ai oublié sur la téléconsultation assistée, on met en place, dans le cadre du handicap, une pré-consultation assistée par l'infirmier à domicile, qui était formé par les dentistes pour préparer la première consultation chez le dentiste. Parce qu'en fait, ils ont une première consultation dans le handicap qui est valorisée, sauf qu'ils perdent énormément de temps dans la préparation de la consultation. Et donc, c'est l'infirmier qui va faire le travail. Et on a demandé à ce que les infirmiers puissent faire la prescription du panoramique dentaire et du transport, s'il y a besoin, également du patient en situation de handicap pour aller voir le dentiste. Là, l'idée, c'est vraiment cette montée en compétence de tout le monde, parce que les infirmiers sont formés, ils gèrent les caméras endobuccales, ils font plein de choses. Tout le monde monte en compétence et tout le monde est gagnant, là. Et c'est comme ça qu'on avance correctement. De toute façon, sinon, déjà que notre système de soins et pas de santé, comme le dirait Gérard Raymond, est en grande difficulté, si on ne peut pas montrer que ça fonctionne et qu'on ne se fait pas confiance, dans ces cas-là, on n'y arrivera pas. Parce que vraiment, la problématique, même quand on a mis en place les protocoles de coopération,
même des médecins du conseil d'administration de notre CPTS avaient peur. Alors que pourtant, ils sont ultra pro, travail interpro, etc. Et ça a été compliqué au début de convaincre tout le monde. Et finalement, on n'est qu'une quinzaine de médecins délégants. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Hein. Oui, Sur mais 150, c'est 10%. Si dans toutes les structures, on pouvait avoir 15 médecins disponibles et de bonne volonté. Après, ils n'auront pas le choix. Ben, du coup, la question que j'ai envie de vous poser là maintenant, c'est quelles pourraient être les prochaines étapes pour un déploiement plus généralisé de ces différentes expérimentations? Comment est-ce que vous pourrez changer d'échelle pour passer de quelques bonnes volontés qui se mettent d'accord ensemble, malgré tous les vents contraires, pour arriver à embarquer plus de professionnels, plus même éventuellement de structures, pour faire en sorte qu'on passe de petits crans supplémentaires pour que ça se généralise. Je pense qu'il y a un effet d'entraînement qui est réel. Ce que raconte Jacques, c'est ça, c'est 10 médecins ou 10 professionnels, puis 15, puis 20, puis 200. Donc il y a une forme d'exemplarité qui, je pense, pourrait marcher. Mais comment faire en sorte de changer d'échelle, qu'on sorte un peu de la bonne volonté de chacun pour faciliter un peu les choses? Là, ce n'est pas de l'expérimentation. On le voit bien, les CPTS. La structuration en exercice coordonné, c'est un bon moyen. Ça met du temps, ça demande aussi des volontés, parce que c'est beaucoup de travail derrière et ceux qui portent les projets le savent très bien. C'est lourd, ça demande une énergie, c'est du temps aussi donné parce que c'est malgré tout du temps bénévole pendant toute la construction du projet. Mais on le voit bien, progressivement, on embarque les professionnels. Je crois que c'est vraiment une des clés, et tout le monde y croit, et aussi bien pour une fois, aussi bien les instances que les professionnels y croient vraiment. Donc je pense que c'est le développement de ces CPTS. Il y a une volonté de les développer sur tout le territoire, et on le voit, elles sont en train de se développer. Je crois qu'actuellement, on doit être à, je ne sais pas, c'est 500... En signature ACI, oui, ça doit être ça. Ouais. 500 et quelques, mais on est quasiment au 1000. Bon, je traduis, en signature, on est à 500, en réalité, on est quasiment à 1000. Donc 500 qui ont les financements Enfin, en fait, à partir du moment où ils ont signé. Sur le syndicat de la police, voilà, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il y en a 500 autres qui sont en cours de projet ou en cours de signature. Donc on le voit bien, et c'est là-dessus qu'on va réussir à capitaliser tous ces soignants et réussir à les mettre ensemble. Et à partir du moment où on travaille ensemble, on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance, et on le voit que c'est comme ça que ça peut fonctionner. Ça ne va pas passer par des expérimentations qui, inévitablement, je pense, les expérimentations ont tendance malgré tout à crisper les uns les autres. Apprendre à travailler ensemble va permettre de lever tous ces freins. J'ai une dernière question pour vous quatre, et puis après on passe aux questions de la salle. Dans cet écosystème, quel pourrait être ou quel devrait être, selon vous, le rôle des acteurs publics? Et dans l'acteur public, j'entends aussi bien les administrations, les ARS, que les URPS, que les syndicats de médecins, etc. En dehors de vous, individus, professionnels de santé hyper engagés, quel devrait être le rôle de l'ensemble des autres acteurs publics? Je vais commencer, comme ça je laisserai au président les mots de la fin. Ce sera bien. Alors, sur les différents acteurs, il y a sur les constructions une aide des URPS, assurance maladie, ARS. Néanmoins, je pense, sans me fâcher avec mon URPS, que l'enjeu régional, et c'est ce qu'on leur a demandé, fait qu'ils y vont, mais ils ne réalisent pas, en tout cas territorialement et localement, correctement les enjeux. Ça a été un peu compliqué, ça. Sur les diagnostics territoriaux, on voit les limites aussi, parce que ça reste de la grosse data et de la data grosse maille, donc on n'a pas ce qu'il faut, en tout cas pour faire un diagnostic correct et faire des projets efficients. L'assurance maladie, pareil, hein, c'est comme les médecins, tout dépend sur qui on tombe. Mais quand ils sont aidants, c'est vraiment très important, notamment pour la prévention, et nous, ils siègent quasiment dans tous les groupes de travail de la CPTS. Parce que c'est les restes du Grand Nord qui est particulièrement sensibilisé sur ces questions-là. Ce n'est pas le cas, malheureusement, de toutes les ARS. Oui, c'est ça. D'accord. Mais il y a demain... Mais quand ils s'engagent, ça fait un vrai effet de levier. Ah, oui. Et on a des chargés de mission territoriaux qui sont vraiment impliqués dedans. On a un bel alignement des planètes, hein, puisque l'astronomie, c'est ma deuxième passion après la médecine. D'ailleurs,
Quand on parle de justice environnementale, sachez quand même que le réchauffement climatique n'est pas uniforme sur la planète et que ce sont les pays, parce qu'on parlait de justice, et ce sont les pays notamment d'Europe qui chauffent 2 fois plus vite que le reste du monde. Donc on va se le prendre 2 fois plus vite que les autres. N'oubliez pas ça. Ça, c'est pour la décarbonation. Allez, j'arrête de parler. J'aime bien m'écouter. Donc, la question sur le rôle des acteurs publics, puis après, on va voir des questions de la salle. Moi, je parlerai de ce que je connais par rapport à l'Agence régionale de santé, qui a fait le maximum, vraiment, pour donner l'agrément, pour tenter cette expérimentation. On n'était pas du tout, à l'époque, dans le cadre d'un article 51. Et l'ARS a très bien reconnu que ça fonctionnait très bien. Et aujourd'hui, elle écrivait encore il y a 2 ans, alors qu'on lui disait « nous allons arrêter, puisque plus on réalise de télé-expertise, plus on perd d'argent ». Et elle disait « non, il faut continuer, on va trouver une solution ». Sauf que, en fait, la solution, elle est très difficile à trouver, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas forcément d'avancée au niveau de l'assurance maladie et des négociations. Je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience que ces nouvelles technologies, que ce soit la téléconsultation ou la téléexpertise, sont un atout extrêmement important pour l'accès aux soins demain. Et il faut privilégier effectivement leur déploiement. C'est pas simple au niveau des effectivement régionales, les URPS. Il y a peu de recul en fait, puisque nous sommes la seule en Bourgogne-Franche-Comté. Quand je parle des acteurs publics, j'entendais aussi, j'accueille aussi les politiques. Oui, mais les politiques. Comme vous, je peux vous assurer. Je ne pas du politique comme vous. Non, mais c'est pas une question provocatrice, je suis sérieux. Quelle est l'implication des politiques, députés, sénateurs ou maires, parce que les maires sont aussi les plus concernés, pour éventuellement favoriser cet écosystème? Vous êtes député, donc j'imagine qu'évidemment vous sentez... C'est un énorme débat à l'Assemblée nationale, et moi ça fait plusieurs PLFSS que je défends le déploiement de la téléexpertise voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Et de la téléconsultation. Nous avons dû faire un grand barrage, vous avez vu au dernier PLFSS, contre le déploiement de cabines dans les grandes surfaces et dans les halls de gare, comme si la téléconsultation, c'était le photomaton, hein, c'est à peu près ça. Il a fallu vraiment s'élever fortement contre cela. Et je crois qu'il n'y a pas de prise de conscience qu'une téléconsultation, ça doit être assorti d'un diagnostic fiable et que ça n'est pas une simple conversation téléphonique. J'ai vu des erreurs majeures de diagnostic, je pense que vous en avez tous vu aussi. Et il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience que cette téléconsultation, si elle est bien faite, bien encadrée par un professionnel de santé, c'est une réelle opportunité, au même titre que la téléexpertise qui pourrait être déployée dans bien d'autres domaines. Tous les deux, des prises de parole, puis après on va prendre des questions de la salle. Non, juste le problème du financement, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont redonnées à la main de l'assurance maladie. L'assurance maladie, aujourd'hui, c'est une calculatrice et un tableur Excel. Quand il y a des plus, il y a des moins. Ils veulent voir beaucoup de moins et pas beaucoup de plus. Et ils n'arrivent pas à se projeter, ou ils ne veulent pas se projeter suffisamment loin pour dire si on investit tel champ, si on donne les moyens à ce champ-là, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura des retombées positives où on permettra à une population d'être mieux prise en charge et quelque part de gagner de l'argent. On en revient sur le même sujet que la prévention tout à l'heure. Et aujourd'hui, ils ont une vision très courte-maliste. On regarde vraiment au jour le jour presque. Et c'est dommage, parce que c'est dur de leur faire comprendre que l'investissement d'aujourd'hui peut être un vrai plus pour demain. On est tout à fait d'accord. C'est peut-être aussi parce qu'on a un PFLS annuel et toujours pas pluriannuel. Mais ça, comme serpent de mer, on pourra en parler peut-être. On pourrait en parler dans 10 ans, on en parlera encore dans 10 ans. Quand est-ce qu'on aura enfin un PFSS pluriannuel? Ça, on est d'accord. Je laisse ces questions ouvertes. On va prendre des questions de la salle. Vas-y, bien sûr. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros ici, j'espère. Il n'y a pas de micro, personne ne nous entend. C'est dommage parce que j'aimerais bien qu'ils entendent un peu. Je pense que une des problématiques que l'on a quand même, c'est le manque de confiance des instances vis-à-vis des professionnels de santé. Et malheureusement, ici, on a plutôt tendance à construire les uns, pas contre les autres. Je ne dirais pas que la volonté, c'est de faire les uns contre les autres, mais en tout cas, les uns à côté des autres, sans jamais vraiment concerter tous les professionnels sur des problématiques qui nous concernent. Et ça, je crois que c'est vraiment un des reproches que l'on peut faire. Et ce qui nous retarde dans beaucoup de prises en charge, ce qui nous crispe encore plus, c'est vraiment cette incapacité de l'administration, et en tout cas du ministère, à nous faire travailler ensemble et à nous faire confiance. Et ça, je crois que c'est vraiment un des éléments essentiels.
Une question maintenant pour Jacques spécifiquement, parce que elle concerne, c'est quid de la coordination des CPTS là où il n'y a pas de médecin? C'est effectivement une vraie question, parce qu'il y a des territoires où il n'y a pas de médecin du tout. Ouais. Comment on fait? Oui, il peut y avoir une CPTS sans médecin, ça c'est tout à fait possible. Et ben, dans ces cas-là, raison de plus de favoriser l'extension de compétences. Bravo, parfait, très bien. Deuxième question. Ah, c'est parce qu'une question. L'extension, pas la délégation. C'est les MSP où il faut 2 médecins forcément Alors, dedans. justement, les MSP, on en parle. Les MSP, c'est forcément 2 médecins et un paramédical, mais CPTS, non, on s'en fout. Il peut y avoir 0 médecin. Quid des MSP en termes de coordination? C'est une question qui a été posée. Quid des MSP en termes de coordination ou de coopération par rapport au CPTS? Par rapport où quel pourrait être le rôle d'une MSP en termes de coordination et de coopération? Et les MSP posent d'autres soucis que d'autres freins, finalement, qui sont des freins locaux, des freins immobiliers, on va dire. Alors bien sûr, il peut y avoir des MSP hors les murs, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Mais je pense que la MSP mettait des contraintes que la CPTS n'avait pas. Donc la CPTS permettait de sortir et d'avoir par exemple une pharmacie dans une CPTS, alors que dans une MSP, c'est pas évident que la pharmacie soit à côté, elle peut être plus loin. Donc il existe hors les murs, mais c'est quand même pas une évidence. Et puis on voit bien que quand une MSP se construit dans un endroit, si 2 professionnels de santé vont dans la MSP, il y a un aspirateur à patients qui fait que tout le reste est une zone morte. Donc ce n'est pas non plus forcément la bonne solution. Ça peut être une réponse sur certains territoires, ça peut ne pas l'être sur d'autres territoires. Ok, on est d'accord. Il y a quand même une différence sur la CPTS et la MSP. La MSP, elle va être sur la patientèle du médecin. La CPTS, elle est sur l'aspect populationnel. Donc une MSP peut continuer ses prises en charge qui seront donc sur la patientèle médecin puisqu'elle est calculée comme ça, mais intégrer la CPTS en ayant cet aspect populationnel et les orientations qu'auront pris la CPTS, la MSP peut tout à fait s'en accaparer sur le territoire. Okay. 2 petites questions pour finir. Les patients participent-ils au financement de la téléexpertise? Sinon, comment êtes-vous rémunéré? À la téléexpertise, est-ce que les patients sont financièrement intéressés à la téléexpertise? Est-ce qu'ils auront leur part? Et sinon, comment est-ce qu'on rémunère la téléexpertise? Ah non, chez nous, ils ne paient rien du tout. Et à partir du moment où la téléexpertise ou la téléconsultation est conventionnelle, il est interdit de demander un dépassement, quel qu'il soit. Ok, c'est important à préciser, effectivement. Dernière question, de paiement à la capitation, c'est une question que je voulais vous poser. Est-il la solution à la coordination et à la coopération? Le paiement à la capitation. Parce que tout à l'heure, on a parlé justement du problème du paiement à l'acte. Est-ce qu'il faudrait sortir du paiement à l'acte? Et si oui, sous quelle forme? Est-ce qu'une capitation pourrait être globale et après répartie entre les différents acteurs et comment? J'ai pas de solution, hein, mais je pense que la question mérite d'être posée. Alors, je veux bien donner une ébauche, ou en tout cas mon avis. Il vaut ce qu'il vaut. C'est comme pour tout. 100% capitation, 100% acte, je ne pense pas que ça marche. En tout cas, les exemples qui ont fait des 100%, ça ne marche jamais. La capitation, par exemple, chez nous, il commence à y en avoir de plus en plus, mais elle est très mal faite. La capitation patient, avec un budget sac à dos trinque-ballé par le patient, l'expérience PEPS, pourtant c'est en discussion dans notre convention actuelle, dans nos négociations, ça reste très limité, ça a été très 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 compliqué. Pourtant, je connais une MSP dans le Pas-de-Calais où ils sont très très motivés et ça a été un échec. Donc c'est compliqué en tout cas pour l'instant. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on avance trop doucement, mais il faut qu'on avance pas trop vite non plus. Désolé pour cette réponse de Normand pour un mec du Nord. Mais en tout cas, la capitation, elle a quand même cette valeur de mettre une équipe au travail. L'acte a de la valeur si... alors, ça vaut ce que ça vaut et c'est pas le débat, mais on a fait l'expérimentation de mon bilan prévention aux différents âges clés de la vie. Le fait que les 4 disciplines, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, médecins, pour le même acte, soient rémunérés de la même manière, ça a énormément de sens. Parce que justement, si on fait une extension de compétences, il n'y a pas de raison que parce que tu es infirmier, parce que tu es pharmacien, parce que tu es médecin, tu n'aies pas la même rémunération à l'acte. Ça a du sens aussi. Merci.
Une réponse courte pour chacun d'entre vous. Non, mais je vais aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'on voit très bien, il y a les limites du paiement à l'acte. Il est utile dans certaines situations, mais il a ses limites. Il faut trouver d'autres modalités de financement qui lèveront une partie des problématiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient de reconnaissance et de respect des uns et des autres. Je crois que voilà, il y a encore des nouveaux moyens de rémunération à trouver, mais ça ne sera pas qu'une modalité unique et ce sera une mixité de plusieurs supports. Le maître mot, c'est l'adaptation à la réalité, au principe de réalité. Ce n'est pas un truc qui descend, c'est A, B ou C, c'est un peu de ceci, un peu de cela, et entre la bonne volonté et la connaissance de chacun. Vous voulez dire un dernier mot ? Oui, la même chose, simplement pour dire que c'est toujours très difficile de changer de modèle. Et on voit bien aujourd'hui, moi je suis l'ardente défenseur de l'axe prévention, puisque nous avons un allongement de la durée de vie qui est tout à fait inédit, avec une augmentation des pathologies chroniques très importante. Donc, quid des coûts à devoir assumer. Donc, l'axe prévention me paraît tout à fait nécessaire, et je le défends depuis maintenant un certain nombre d'années à l'Assemblée nationale. On n'a toujours pas une ligne clairement identifiée, inscrite dans le budget au titre de la prévention. Donc on voit bien qu'on a énormément de peine à sortir d'un fonctionnement en silo, de sortir de l'esprit curatif pour aller vers l'aspect préventif, parce qu'on a beaucoup de peine à évaluer les économies qui seront réalisées et à faire une projection sur des grosses masses financières tout de même. Et donc, oui, changer de modèle, c'est très compliqué. En tout cas, je vous rejoins, le 100% d'un côté ou le 100% de l'autre, je pense que ce n'est pas la solution. Alors, avant de donner la parole au président pour répondre à la question, avoir quelques petites conclusions, je veux juste très sincèrement vous remercier d'abord pour votre sérieux, votre écoute, vos questions. C'est un vrai bonheur d'animer une table ronde dans ces conditions parce qu'on a le sentiment d'être extrêmement écouté et de vous participer. Donc, merci beaucoup à vous. Et maintenant, je donne la parole au président pour les mots de conclusion. Mais écoutez, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Je pense que c'était des tables rondes qui ont permis de prendre conscience des choses et d'essayer de faire évoluer les choses. Moi, je voulais remercier les équipes de l'USPO qui ont beaucoup participé, qui ont beaucoup bossé, que ce soit les permanents, les élus, à la construction de ces tables rondes, dans la participation, de la construction des groupes de travail aussi. Et je voulais vraiment remercier Bénédicte pour tout ce qu'elle a fait. Ce sont ses dernières rencontres de l'USPO. Donc, je voulais vraiment la remercier et lui dire combien on était content d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Voilà, on te souhaite bon vent pour la suite. Tu connais notre amour pour la mer, alors, et la tienne aussi. Donc, bon vent pour la suite et merci pour tout. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne soirée.